Et bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de bilan lecture de 17 ans de manga à cœur ouvert sur les mangas. Écoutez, je suis un peu dégoûté parce que j'avais déjà tourné en fait la partie 2 et la partie 3 de cette vidéo, sauf que mon micro a décidé de saccader, donc voilà, je pouvais pas vous uploader ça, vous auriez perdu vos oreilles, donc je vais reprendre. Donc j'ai remis les mangas en pile au pif là à côté de moi. Donc du coup ça va être de nouveau un tirage un peu aléatoire. Attendez, je reviens parce que du coup en fin de compte il y a du bordel au niveau du manga, j'avais pas vu. Si je me mets à me piocher un comic, vous allez me dire il s'est perdu le gars. Allez, hop, je re. Ok, du coup c'est bon, on est parti. On va commencer tout de suite par un manga que je n'ai pas en physique. C'est celui-là. Oui c'est ça, c'est celui-là. Death Note. Ah, Death Note. Alors Death Note. Résumons un peu ce qu'est Death Note. Death Note, on va suivre Light Yagami, qui est le personnage au centre là qui tient la faux. Light Yagami est un jeune surdoué un peu, il a 17 de moyenne au lycée, etc. Adore, il réussit tout ce qu'il entreprend, sauf qu'il s'ennuie dans ce monde où il trouve ça trop facile. Jusqu'au jour où, un jour en étant en classe, il regarde par la fenêtre et voit un cahier tomber du ciel et atterrir par terre. Alors il se dit, bon c'est quelqu'un d'un bâtiment au-dessus qui a dû faire tomber le cahier. Il va pour aller ramasser le cahier à la fin de son cours. Et en prenant le cahier, il se rend compte que ça s'appelle un Death Note. Alors il se dit qu'est-ce que c'est et tout, il commence à le feuilleter. Et dans le Death Note, il y a beaucoup de règles. Genre des règles qui lui expliquent comment on se sert de ce cahier. Et il fait, tiens, c'est quand même bien fait quoi, les règles et tout, on pourrait vraiment y croire à ce canular. Parce que dans le Death Note, ça te dit que si tu écris le nom et le prénom d'une personne et que tu y penses dans ta tête, au bout de 60... et que tu as son visage dans ta tête, au bout de 60 secondes, cette personne décède d'un arrêt cardiaque. Et après, ils te disent que tu peux décrire les causes de la mort, etc. et que ça surviendra quand ça sera dicté. Donc Light il fait ouais c'est étrange quand même, enfin bon c'est un moi attrape Nigo quoi. Et il sait pas pourquoi, il prend le cahier quand même, il le garde, il le met dans son sac et tout. Puis il va après je crois dans une sorte de kiosque, de presse-papier là, de journaux. Et il voit une fille qui est sur le point de se faire agresser et ses amis lui disent le prénom du gars, la fille a dit le prénom aussi du gars. Donc il se dit bah je vais tenter, donc il écrit dans le cahier le prénom et le nom du gars, et le gars meurt au bout de 60 secondes d'une crise cardiaque. Et il se dit, ouais, bah c'est une coïncidence quand même, c'est étonnant, mais c'est une coïncidence. Et il rentre chez lui, il regarde les infos, et il apprend qu'il y a un gars qui tient en otage une école de maternelle. Et il y a les policiers qui sont en train d'essayer de négocier avec lui pour qu'il les relâche, pour qu'il relâche les otages. Et à la télé, on diffuse le portrait et le nom et prénom du gars, du gars qui prend en otage, du criminel. Et donc il prend son cahier à nouveau, et il fait bah, je vais retenter l'expérience. Donc il écrit le nom et le prénom, hop, voilà, tout va bien. Il attend 60 secondes, et au bout de 60 secondes, il voit tous les enfants et les professeurs sortir de l'école maternelle. Et là, il fait mais what? Et après, aux infos, ils disent le criminel est mort d'un arrêt cardiaque en plein milieu de la classe, etc. Aucune victime à déplorer, tout s'est très bien passé. Et là, il commence à se dire attends, c'est quand même hyper bizarre là, ça fait 2 fois que je tue quelqu'un, enfin que j'écris le prénom de quelqu'un dans le cahier et qui meurt au bout de 60 secondes d'un arrêt cardiaque. Et là, en fait, on va partir dans tout un débat où en gros, Light va décider de tuer tous les criminels. Tous les criminels qui sont en prison, etc., il va en tuer un maximum dans son cahier. Ce qui fait que beaucoup de policiers vont se poser des questions. Enfin, c'est quand même bizarre qu'à travers le monde entier, beaucoup de prisonniers meurent. Il va y avoir Interpol qui va se mêler à l'affaire. Il va y avoir le monde entier va se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de criminels meurent d'un arrêt cardiaque? Et va rentrer le personnage de Elle en action, qui est en fait un détective privé, qui est connu pour résoudre le plus d'affaires possible. Et on va avoir ensuite du coup l'affrontement entre Light, qui va se faire appeler Kira, son pseudonyme, et Elle, qui est aussi un pseudonyme bien entendu. Et ils vont s'affronter tous les deux en fait, et ça va être vraiment celui qui gagnera, celui qui représentera la justice en fait, parce qu'ils ont tous les deux une vision différente de la justice. Ils se disent eux-mêmes
représentant de la justice. Et en fin de compte, on va avoir ces deux idées qui vont se confronter et qui vont se battre. Et on va avoir un peu un jeu de chat et de la souris, mais ils vont être à la fois le chat et la souris. C'est-à-dire que Kira, enfin Light, va tout faire pour essayer d'attraper elle, découvrir son prénom, son identité pour le tuer. Et elle va tout faire pour essayer d'attraper Kira, qui sait pas que c'est Light, pour l'arrêter et le mettre en prison. Et donc, ils vont voilà, se tendre des pièges les uns les autres pour essayer d'attraper l'autre. Et je me souviens, mais j'avais poncé ce manga. Les 7 premiers tomes sont géniaux. Les 7 premiers tomes sont géniaux. J'adorais ce manga. Et après, de 8 à 13, ils se sont un peu perdus, j'ai trouvé. Mais c'est un manga, voilà, en 13 tomes. C'est un shonen seinen, j'arriverai pas trop à le qualifier. Parce que bon, il y a des morts, hein, on parle quand même de choses dans le genre. Il est assez dark, il est assez sombre. Mais est-ce qu'on peut le classifier en seinen? Alors que t'as pas de scène hyper violente. Il meurt la plupart du temps de crise cardiaque. Il les tue par crise cardiaque, donc t'as pas réellement de scène. On va dire 13 ans pour commencer ce manga, ça peut être pas mal, parce que tu vas avoir aussi tout l'aspect thriller, etc. C'est un manga que je conseille d'ailleurs, pour ceux qui veulent lire du thriller, qui n'en lisent jamais, qui ne lisent jamais de manga, ou vous voulez qu'un de vos enfants commence le thriller parce que vous aimez bien le thriller. Death Note est génial dans cette idée de on se chasse, voilà. Et vu qu'en plus tous les deux sont un peu... En soi, ils sont un peu la justice, voilà, c'est juste qu'il y en a un qui applique la justice martiale, c'est-à-dire que t'es un criminel, tu meurs. Et l'autre est un peu la justice d'aujourd'hui, c'est-à-dire il faut qu'on purge nos peines, etc. Et donc il y a toute cette réflexion qui est mise en place que moi j'aime beaucoup, parce que je me souviens que genre à peu près jusqu'à mes 13 ans, j'étais pas mature hein, dans ma tête, un criminel pour empêcher qu'il recommence, on le butait. Aujourd'hui, j'ai des propos plus nuancés, quoi. Si le gars il en est à sa 5e, bon, je serais d'accord qu'il faudrait faire quelque chose. Mais si le gars en est à sa première tentative, on n'est même pas sûr que c'est lui. Il va peut-être falloir calmer les choses, quoi. Et Death Note, voilà, va vraiment vous mettre ces deux idées en train de s'affronter, en train de se battre. Et ce que j'ai beaucoup aimé donc du coup du scénario de Sugumi Oba et de Takashi Obata, c'est qu'ils ont énormément nuancé le propos. C'est-à-dire que Light fait des choses, il apporte des choses à la société, mais la société vit dans la crainte de peu importe ce qu'ils feront de mal, ils pourraient mourir à tout moment. Donc il y a vraiment cette partie-là, voilà, des deux qui vont s'affronter, et je trouve ça génialissime. L'idée a été hyper bien, et malheureusement, comme d'hab, dès qu'une idée est bonne, on la ponce au maximum pour faire en sorte qu'elle passe mieux. Qu'elle passe encore plus, histoire de se faire encore plus de pognon, sauf que la plupart du temps, ça marche pas, quoi. L'idée de base, elle est faite pour tenir sur 6 tomes, ou 7 tomes, ou 8 tomes, on fait 8 tomes, on n'en fait pas 50 sous prétexte que il faut que ça marche, il faut qu'on gagne de la thune, quoi. Et ça marche pas, ça ne marche pas. Voilà, donc c'était le petit Death Note, je sais que vous êtes beaucoup à en avoir parlé en commentaire, ou à m'en avoir parlé en me demandant parce que j'en ai pas parlé. Il arrivait, je ne l'ai plus en manga papier. C'est un manga que je regrette d'avoir vendu, parce que j'avais les 13 tomes. Les 13 tomes plus le 14e tome, voilà, chez moi. Et je sais pas, je les avais vendus parce que je crois que j'avais besoin d'argent et que du coup, quand t'as pas le choix, tu vends. Mais c'est vrai que peut-être qu'un jour, je me les rachèterai. Ensuite, on part chez qui? Ah, on part chez Vinland Saga de Makoto Yukimura. C'est chez Kurokawa. Et c'est un seinen, je pense, parce que dans celui-là, il y a quand même des choses assez violentes. Seinen ou shoujo? Je vais le mettre seinen pour être sûr, quand même. 15-16 ans, ouais, pour être sûr. En gros, là-dedans, on va être avec les Vikings. J'avais pris ce manga parce que je voulais lire Planète, sauf que Planète, c'est un gros manga de 35 boules, voilà, un bon gros format. Et j'étais pas sûr que la plume et le dessin de Makoto Yukimura me plaira. Parce que voilà, c'est Makoto Yukimura qui a écrit Vinland Saga et qui a écrit et dessiné Planète aussi. Et donc dans Vinland Saga, on va suivre Thorfinn, qui n'a qu'un seul but, c'est venger la mort de son père en rejoignant du coup l'équipage d'Askeladd, qui est le responsable de la mort
la mort du père de Thorfinn. Et Thorfinn, en fait, à chaque fois, va aider dans les pillages. Et à chaque pillage, quand ils vont rentrer à la base, Thorfinn va défier Askeladd pour... comment on peut dire, pour venger son père, tout simplement. Et donc, je vous laisse imaginer que... Voilà, ça se passe pas tout le temps bien. Il a toujours pas réussi à faire sa vengeance. Ce que je n'ai pas aimé dans ce manga, c'est qu'en gros, au début, on part sur une situation de départ. On a Askeladd qui est chef d'un équipage de vikings, avec Thorfinn qui du coup obéit aux ordres d'Askeladd pour piller les villages, et Thorfinn est aux ordres d'Askeladd. Voilà. Et après, Thorfinn propose un duel à Askeladd, Askeladd le bat, et on apprend que c'est pas la première fois, etc. Et ensuite, on a un retour dans le passé. Et là, je me dis, ok, donc on retourne dans le passé, on retourne à l'époque où Thorfinn est enfant, et où on va suivre le père de Thorfinn qui est chef d'un équipage de vikings, etc. Là où il y a vraiment eu une cassure, c'est vraiment entre le moment où on est dans le passé, on passe dans le passé et où on est dans le présent. Pourquoi Makoto Yukimura a décidé que dès le premier tome, on allait retourner dans le passé? Surtout que vu comme le passé a l'air d'être lancé, je pense que ça va bien durer 2-3 tomes, le retour dans le passé. Pourquoi ne pas avoir tout simplement fait raconter le passé d'abord, pour ensuite arriver au présent? Ce qui aurait été un style narration classique, mais qui aurait 1000 fois mieux marché que nous faire un truc dans ce genre-là, où du coup on sait ce qui va se passer, on sait ce qui va se passer, on sait que Thorfinn va vouloir se venger, etc. En fait, on perd tout l'intérêt du début du bouquin en passant dans le passé, et on perd tout l'intérêt du passé à cause de ce qu'on a eu au début du bouquin. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai pensé énormément à Berserk de Kentaro Miura. Je vous en parlerai du coup, je pense qu'il est dans la pile. Kentaro Miura a fait la même chose, c'est-à-dire que pendant 2 tomes et demi, on était dans le présent et un coup, on passe dans le passé. À la différence chez Kentaro Miura, c'est qu'on sait juste que Guts, il a été marqué par la marque des démons et qu'il est pourchassé par des démons toute sa vie, mais on sait pas comment il l'a eu, etc. Là, on sait quasiment tout dès le début. Donc le passé ne sert à rien. Et tu perds tout intérêt, parce que dans tout le résumé, on te dit ce qui s'est passé. Voilà. Donc, ça a été une très grosse déception, Vinland Saga. J'ai arrêté. Peut-être que je reprendrai un jour. Mais, oui, je sais pas. Si c'était pour faire la même chose, surtout que Kentaro Miura, c'était complètement autre chose. Kentaro Miura, on lui a dit, gars, t'essayes de remonter l'audience, ou ton manga, on le publie plus. Et c'est pour ça qu'il est retourné, qu'il a fait un changement un retour dans le passé pour ajouter de la profondeur à ses personnages, parce que ces personnages, Guts, il avait aucune profondeur, c'était juste un gros bourrin qui tuait des monstres et on sait pas pourquoi il tuait des monstres. Il voulait pas se faire d'amis parce que c'était les faibles qui se faisaient des amis, qui avaient besoin d'amis, etc. Là, tu comprenais, tu vois que, ok, Kentaro Miura, on lui a mis le couteau sous la gorge, on lui a dit, mon gars, tu fais quelque chose pour que les gens viennent, parce que si les gens viennent pas, nous on arrête. Hein. On arrête tout de publier. Donc là, il a eu une raison. Là, il a aucune raison, quoi. C'était son premier tome. Fallait lui laisser le temps de faire des choses, quoi. Parce que là, hyper déçu. Hyper déçu par ce manga. Je ferai peut-être Planète un jour. Pour le moment, énormément réserve sur celui-là. Un jour, peut-être que je le reprendrai. Si je trouve des tomes d'occasion, peut-être que je le reprendrai. Mais très grosse déception sur ce manga. Faut que je les mette ailleurs, sinon je vais les recoucher. Ensuite. Ah. The Promise Neverland, tome 2. Tenez, je vous ai même pas montré. Il faut vraiment que j'y pense. Bon, ceux que j'ai pas en papier, ça va être compliqué, mais il faut vraiment que j'y pense. Je me suis rendu compte quand j'ai remonté ma vidéo, la première partie. Je vous montrais pas trop les dessins. Les dessins sont quand même bien faits. Hein. Un truc qu'on peut pas lui reprocher, hein, c'est que les dessins sont assez beaux quand même. J'aime beaucoup les dessins qu'il fait. Ensuite, The Promise Neverland. Je vais vous montrer tout de suite les dessins. Ça, vous savez tout de suite. Alors, c'est un peu enfantin. L'autre fois, Totally Brune m'a un peu repris parce que j'avais dit 9-10 ans et elle a trouvé qu'il y avait des scènes un peu plus dures quand même pour 9-10 ans.
Mais je sais pas, pour moi, pour le moment, là, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Je trouve que 9-10 ans, ça peut être pas mal. Après, ça peut être lu aussi par un adulte, hein, quand je dis 9-10 ans, voilà, c'est pas parce que vous lisez un shonen que vous êtes un gamin. C'est comme j'ai dit dans la première vidéo, il y a le terme shonen, shoujo et seinen. Voilà, c'est pas parce que vous êtes des gamins, c'est pas parce que vous êtes des gamins que vous allez aimer que le shoujo. Bon, si vous êtes que des gamins, je vous conseille quand même le shoujo et le seinen. Le shoujo et le shonen, excusez-moi, le shoujo et le shonen, parce que le seinen est vraiment adulte. Mais c'est pas parce que vous êtes adulte que vous n'allez pas aimer le shonen. Il y a énormément de shonen qui ont des doubles sens de lecture. Je pense par exemple à celui-là, The Promised Neverland, qui, pour un shonen classique, pour un enfant, va lui faire penser à une histoire d'aventure, à une histoire de survie, où des orphelins vont essayer de survivre dans un monde où il y a des démons qui veulent les tuer. Et un adulte va voir tout de suite une métaphore de la société d'aujourd'hui, où en gros, et si c'était nous le bétail et qu'il y avait une espèce qui voulait nous bouffer, comment on réagirait? Alors pourquoi nous, on voudrait pas que ça nous arrive? Alors pourquoi on le fait dans une société de surconsommation, avec les cochons, les vaches, etc. Il y a quand même toute une réflexion sur ça. Bon, je vais être franc avec vous, ça m'empêche pas de manger mon steak le soir. Mais ça fait quand même réfléchir, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi de réduire ma consommation de viande par rapport à la société de consommation dans laquelle on est. Vous, si vous bouffez de la viande, je vais pas vous faire, je vais pas vous faire la guerre. Vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, The Promised Neverland est quand même hyper abordable pour des jeunes et aussi abordable pour des adultes parce qu'il a un double sens de lecture. En gros, on va suivre Emma. Alors après, je sais jamais lequel des deux est Norman et lequel est Ray. Il n'y a pas une présentation des personnages au début? Et c'est ça. Alors, Norman, c'est lui, et Ray, c'est lui. En gros, leur objectif, ils vivent une vie paisible dans un orphelinat. Ils ont une gouvernante qui s'appelle Maman, qui est pour eux leur mère. Ils vivent voilà, dans ce monde parfait, idyllique, jusqu'au jour où une petite fille se fait adopter et elle oublie sa peluche. Donc Emma, un peu gênée, dit ah, faut que j'aille rattraper la fille pour lui ramener sa peluche, quoi, parce que ça va lui faire du mal, etc. Donc elle prend la peluche et elle va pour ramener la peluche. Et en fait, elle va se rendre compte que la petite fille n'a pas été adoptée. En fait, elle est morte et elle sert de nourriture aux démons. Donc elle va apprendre que le monde extérieur est rempli de démons et que eux ne sont que du bétail qui sont là juste pour nourrir les démons. Donc Emma va voir Norman et Rel, leur explique la situation et ils décident d'échafauder un plan pour s'échapper de l'orphelinat. Sauf que Emma est catégorique. Si on doit s'échapper, on prend tout le monde. Il n'y a pas que nous trois qui nous échappons, c'est tout le monde qui doit s'échapper. Elle est très claire sur ça, donc il va falloir réfléchir à comment ils vont faire pour faire en sorte que tout le monde s'échappe en même temps, etc. C'est un manga hyper addictif. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est un manga qui est fini en 20 tomes, je crois, dans mes souvenirs, 20 ou 21 tomes. Ils sont en train de les publier, les derniers tomes, donc je vous encourage à vous y lancer. C'est chez Kaze et c'est un shonen et c'est de... Alors le scénario de Kayu Shirei et le dessin de Kosuka Demizu. Je vous invite grandement à aller voir ce manga, à lire ce manga. Je pense qu'il est hyper abordable pour des personnes qui ne lisent jamais du manga, voilà. Et puis un petit coup de cœur quand même sur ce manga, juste pour l'idée qu'il défend. Pas ce que je prends. Ah ah, on rentre dans le manga problématique. Alors, vous voyez, je vous disais l'autre fois, shonen, il y en a beaucoup qui disent c'est pour garçons, shoujo, il y en a beaucoup qui disent que c'est pour filles. Je pense qu'en 2021, on peut arrêter cette histoire. Il y a des filles qui vont adorer les shonen, il y a des garçons qui vont adorer les shoujo. Il faut arrêter cette frontière, c'est comme rose fille, bleu garçon. J'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'a fait plaisir, elle m'a dit, c'est comme dire fille Barbie, garçon camion. Non, c'est voilà, il faut être ouvert, on est en 2021. Je pense que
les pensées des années 70, il faut un peu les balayer, hein. Il faut arrêter ce catalogue, le catalogue de Noël où chez les garçons on a la couleur bleue avec les camions, les voitures et tout le bazar, et chez les filles on a la dinette, en plus c'est hyper sexiste, on a la dinette, on a les Barbie, et c'est la partie rose. Non, il faut faire autre chose, il faut faire évoluer la société, et du coup voilà, moi c'est mon, c'est mon premier shoujo en animé, c'est pas le premier shoujo que je lis parce que je ne l'ai toujours pas lu, ce shoujo, mais j'ai vu l'animé, et j'avais beaucoup aimé l'animé, sauf qu'on va partir dans un truc. Voilà. En gros, si vous voulez, ce manga, je l'ai connu à l'époque de Twilight, parce que moi j'étais anti-Twilight, etc. Et une amie m'a dit, j'étais anti-Twilight, je l'avais jamais vu, je l'ai jamais vu, hein, mais jamais lu, jamais vu. Et une amie m'a dit, bah, si t'as peur de tout ce qui est histoire de vampire avec romance, regarde l'animé Vampire Knight, si t'aimes bien, tu pourras peut-être te lancer dans Twilight. J'ai aimé l'animé de Vampire Knight et je me suis pas lancé dans Twilight, hein, clairement, et aujourd'hui j'ai pas du tout envie de me lancer. Vampire Knight, on va suivre Yuki, qui est ici, qui est une jeune fille en fait qui a été adoptée étant très jeune par le directeur Cross, qui tient une académie qui est un peu spéciale parce qu'elle a la day class, donc l'école de jour, et la night class, l'école de nuit. La particularité de ces deux classes, c'est que la day class, ce sont des humains normaux, et la night class, ce sont des vampires. Les gens de la D-Class ne sont pas au courant que ceux de la Night Class sont des vampires. Il n'y a que Yuki ici présente et Zero, son frère adoptif, qui sont au courant de cette particularité parce que ce sont eux qui veillent les nuits à ce que tout se passe bien, qu'il n'y a pas des gens de la D-Class qui essayent de découvrir le secret de la Night Class. Voilà. Et le problème, c'est qu'on va avoir un triangle. Alors, le problème, c'est pas le triangle amoureux. Le problème, c'est que dans le triangle amoureux, il y a Yuki, qui est amoureuse de Kaname, ici présent, Kaname, mais qui est aussi amoureuse de Zero. Zero, qui, je rappelle, est son frère adoptif. Voilà. Voilà. Où on en est dans le problème. Et voilà. Et après, vous allez, bon, c'est un petit shoujo classique, quoi. C'est pas qui choisir. Bah tiens, Zero, c'est le monsieur là, c'est lui. Voilà. Allez, elle sait pas qui choisir. Zero a un passé en plus avec les vampires, ce qui fait qu'il ne les apprécie pas plus. Yuki est amoureuse de Kaname depuis qu'elle est toute jeune, donc voilà. Et puis, le passé de Yuki est quand même assez obscur. Elle ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé avant de se faire adopter par le directeur. Donc, elle va essayer de trouver un peu ses origines de vie. On va avoir tout le passé de Zero, torturé. Le fait que le directeur a pour objectif quand même que les vampires et les humains vivent en bons termes. Donc, c'est assez intéressant. Mais je tiens à dire qu'il est quand même problématique par rapport à cette situation que je vous ai expliquée. Surtout que ce n'est pas la seule. Voilà, il y a d'autres situations du même genre dans ce bouquin. Je peux pas vous en dire plus, mais voilà. Donc, faut voir si ça vous gêne ou pas. C'est un trigger warning. Voilà, il y a une relation, il y a des sous-entendus incestueux. Bon, clairement, il n'y a pas d'acte sexuel ni rien. C'est des petits bisous, des petits trucs. Mais bon, si ça gêne certains, voilà, je veux que vous soyez au courant avant de commencer ce manga. J'avais adoré l'anime. L'anime ne prend pas la même direction que le manga, et le manga va plus loin que l'anime. Je crois qu'il y a une troisième saison dans le manga. Ma maman m'a offert les tomes 2 parce qu'elle s'est souvenue que j'avais beaucoup apprécié ce manga et surtout un personnage particulier. Donc si vous êtes fan du manga et que vous arrivez à deviner le personnage que j'adore dans ce manga, je vous donne un bon point. Voilà. Donc maintenant que le trigger warning est fait. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez une baston de chat derrière. Non, celui-là, je vais pas en parler tout de suite. Ouais, désolé, je fais au pif, mais celui-là, je vais pas en parler tout de suite parce qu'il y a quand même d'autres choses à dire avant. Ah, lui, je vais en parler tout de suite. City Hunter. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est Nicky Larson. En français, dans les années 80. D'ailleurs, il est là, Nicky Larson. Alors, c'est de Tsubasa Ojo, c'est l'édition
Deluxe Tsukasa Ojo. C'est de l'édition Deluxe. De toute façon, vous ne trouvez plus que cette édition. Et c'est chez Panini Manga. Alors, c'est un shonen. Vous avez certaines pages qui sont colorées, d'autres pages qui sont blanches. C'est un shonen un peu, bon voilà, bang bang à droite à gauche, un arme à feu, etc. Et vous connaissez le personnage de Nikki. Dites-vous, dans le manga, il est un peu plus poussé. Disons qu'il arrive de voir des planches avec une certaine partie du corps qui se lève. Voilà, c'est pas... On voit pas la partie du corps, on voit genre juste le caleçon, quoi, en gros. Et voilà, c'est l'humour beauf, l'humour de Nicky Larson, quoi. Nicky Larson, pour ceux qui ne savent pas, donc City Hunter, c'est l'histoire de Nicky qui va travailler avec son meilleur ami dans une entreprise un peu de... ouais, c'est du mercenariat, hein. C'est en gros, si vous avez un problème, vous mettez un message sur le panneau et Nikki va venir vous aider. La plupart du temps, c'est des problèmes du genre venger la mort de mon mari, garde du corps, etc. Donc, c'est plutôt, voilà, plutôt un chasseur de primes même. Et un jour, le meilleur ami de Nikki, je suis désolé parce que j'ai les noms japonais, pas les noms français, j'ai oublié son nom, va mourir. Et ça va être la sœur de son meilleur ami qui va reprendre sa place, et c'est Laura. Laura que vous voyez ici. Et ensuite, vous allez avoir toute leur histoire d'amour. Et Laura, j'aime beaucoup parce que c'est une femme forte quand même. C'est une femme qui est là pour combattre un peu les préjugés Nikki, qui n'hésite pas à lui tirer l'oreille, à lui mettre le coup de marteau. Voilà, moi j'aime beaucoup ce manga. Il me fait rire aux éclats. Je sais que je regarde énormément des fois l'animé. Ça m'arrive voilà, de le regarder comme ça, sans aucune raison. Je prends beaucoup de plaisir en le regardant. Et puis c'est City Hunter, quoi. C'est de l'humour beauf, ça fait rire de temps en temps. Ça refait penser à pas mal de choses. Voilà. Je préviens, c'est de l'humour beauf. Voilà. Il faut s'accrocher. Voilà. Faut pas être un peu gêné par l'humour beauf, surtout qu'il y a des situations qui sont hyper drôles. Mais c'est fait dans le ton de l'humour. C'est du second, du troisième, du 5e degré, même si vous voulez. Faut pas prendre tout au pied de la lettre. Vous avez Mammouth dans le prochain tome, dans le tome 3. Voilà, c'est une série moi que j'adore. J'adore le personnage de Nikki, j'adore le personnage de Laura, j'adore le personnage de Mammouth. Donc voilà, si vous voulez lire Nicky Larson, faut savoir qu'avant ça s'appelait City Hunter. Et au lieu de s'appeler Nikki, ça s'appelait Ryo Saiba. Et au lieu de s'appeler Laura, ça s'appelait Kaori. Voilà, une fois que vous avez réussi à passer les prénoms français ou japonais, ce manga devrait vous plaire. Si vous avez aimé l'animé, ce manga devrait vous plaire. Je le conseille plus à quand même des ados. Des ados ou des adultes comme moi qui ont grandi avec Nikki et qui ont à peu près bien tourné. À peu près. Ils sont en train de se battre derrière? Ils sont en train de se battre. Bon. Oui, mes chats se battent souvent. En gros, je pense qu'il y en a une qui a dit... espèce de machin, voilà, et l'autre elle lui a dit je te rappelle que je suis ta mère, donc si je suis une espèce de machin, toi t'es une fille de machin, et du coup voilà, ça donne ça. Bref, le prochain manga dont je vais vous parler, c'est le Full Metal Alchemist. Alors, ce manga, comment vous dire, ce manga est arrivé à un moment de ma vie où en gros, à la base, je vivais sur Paris, dans la région parisienne. Pourquoi tu deviens flou au moment où je parle de Paris? Je sais que c'est nul, mais t'es pas obligé de devenir flou. Je reviens. Voilà. Bon. Du coup, je disais, oui, ça y est, elle est redevenue correcte. Donc, je vais pas utiliser le mot qu'il ne faut pas dire pour qu'elle devienne floue. Full Metal Alchemist. Donc, moi, j'ai cette édition-là. Je ne la conseille pas au nouveau. Je vous conseille plus l'édition où il y a plusieurs tomes dans le bouquin. Ça vous fait des économies, c'est moins cher. Et en plus, vous avez les bonus à la fin des tomes. Alors que dans celui-là, vous n'avez pas les bonus. Il faut acheter un artbook à 18 boules juste pour avoir les bonus à la fin. Non, Kurokawa, c'est du foutage de gueule. Voilà. Alors,
moi je le prends parce que je sais que je prends ce format-là parce que je sais que j'adore la série. Cette série, voilà, je vous disais, elle est arrivée dans ma vie au moment où mes parents ont décidé de déménager dans le sud-est. C'est ça? Oui, dans la région Rhône-Alpes, en gros. Et, et en fait, bah, tu te retrouves du coup sans tes amis, sans ta famille, sans personne. Tu te dis, mais comment je vais me faire de nouveaux amis, etc. Et ce manga est arrivé dans ma vie et il m'a beaucoup aidé. Quand je me sentais seul, etc., je me plongeais dans ce manga. On va suivre Edouard et Ed, qui sont deux frères, qui ont été abandonnés par leur père, donc élevés par leur mère toute seule, et leur mère un jour va décéder d'une maladie, ils vont se retrouver tous les deux orphelins, ils vont être recueillis par leur voisine qu'ils considèrent comme leur grand-mère, et dans Fullmetal Alchemist, il y a l'alchimie qui est un peu une sorte de magie, voilà, ponctuée par des règles, et il y a une règle importante qui est l'échange équivalent, c'est-à-dire que je ne peux pas prendre une baguette de pain et la transformer en or. Non, ça ne marche pas. Il faut avoir la même quantité, voilà, la même valeur. Donc en gros, pour avoir une brique d'or, il faut que vous ayez le nombre de baguettes de pain que vaut une brique d'or. Voilà, c'est l'échange équivalent. Si vous ne pratiquez pas l'échange équivalent, vous violez une des règles fondamentales de l'alchimie. La plupart du temps, ça se passe très mal pour vous. Et Edouard et Hal, du coup, vont se servir de l'alchimie pour seul objectif de ramener leur mère à la vie. Sauf qu'en faisant ça, ils vont pas réussir à ramener leur mère à la vie, déjà d'une. Ed va perdre son bras, donc qui est remplacé actuellement par une prothèse, ce qu'ils appellent un automail. Et Hal va perdre l'entièreté de son corps. Voilà. Donc, pour au moins récupérer son frère, Hal va refaire le principe de l'alchimie. Il va sacrifier sa jambe pour récupérer au moins une partie de son frère. Il arrive à récupérer l'âme de son frère et à la greffer dans une armure. Donc du coup, l'armure est vide. La seule chose qu'il y a dans cette armure, c'est l'âme d'Hal. Donc, Hal, Ed a plus qu'un seul bras, une seule jambe qui vont être remplacées par des prothèses. Hal n'a plus que son âme et ils n'ont pas de mère. En fait, ils ont fait tout ça et ils ont perdu plus qu'ils n'ont gagné. Et donc tout le manga va être dans l'idée que Edward va tout faire pour que son frère récupère son corps et Hal va tout faire pour que Ed récupère son corps. Donc ils vont voyager ensemble dans ce monde d'Amétis, c'est ça, Amétis, je crois que ça s'appelle. Et en fait, dans ce monde-là, l'alchimie est aussi une arme et l'armée s'en sert et il recrute des alchimistes et il leur donne des surnoms. Edward va donc rejoindre l'armée et s'appeler le Fullmetal Alchemist. Ils vont donc effectuer des missions pour l'armée en même temps qu'ils vont chercher les moyens de récupérer leur corps. J'aime énormément ce manga, déjà parce que c'est un shonen hyper classique. Il faut savoir, je crois, que Hiromu Arakawa, donc qui est la mangaka de ce manga, est la première femme à écrire un shonen. La première femme à écrire un shonen. Et les éditeurs avaient tellement peur que ça ne se vende pas, qu'ils ont très longtemps caché que c'était une femme, et qui en plus, parce que la plupart du temps, on a des photos des mangaka au début des tomes. Bon, là, ils ne le font pas dans cette collection, mais au début, là, on a toujours un petit texte, une photo du mangaka avec un petit texte où il te parle de comment il a pensé le manga, comment il a pensé ce tome de ce manga, etc. Et bah là, on avait une petite icône d'une vache. Voilà, c'était une petite vache, donc très mignonne, hein, la petite vache. Mais voilà, ils voulaient à tout prix cacher que c'était une femme parce qu'ils avaient peur que ça allait pas vendre. Il fallait pas en parler, il fallait pas dire que c'était une femme. Donc vous imaginez un peu dans le monde qu'on vit. Alors je suis pas sûr de l'info que je vous donne en vous disant que c'était la première femme, mais je crois que c'était la première femme à écrire du manga shonen et il fallait la cacher, il fallait pas le dire, Et quand on pense tout ce qu'elle a accompli avec FMA, ce manga est aussi très beau parce que le chef d'Artemis, le chef de l'état d'Artemis, c'est le Führer. Et là,
je pense que vous comprenez où je veux venir. C'est qu'en gros, le manga est une métaphore du Troisième Reich, du parti nazi, avec du coup un peuple qui est persécuté, qui est ravagé, qui est détruit, avec quelqu'un qui veut accéder au pouvoir, qui veut l'immortalité, etc., qui veut impliquer son idée. Voilà, vous avez aussi un pays qui s'appelle le pays Xi, voilà, où ils sont tous bridés à la peau jaune, cliché du cliché de l'asiatique. Xi, c'est carrément de la Chine, hein. Ils le disent clairement, ils le montraient clairement en parlant de Made in Xi des fois. Donc voilà, ça fait énormément rire par moment. Et donc, Edouard, voilà, va évoluer dans ce monde avec Alphonse, avec évidemment du coup toute l'idée qu'ils vont apprendre, qu'ils sont endoctrinés, etc. Dans ce manga, alors, il y a énormément de personnages féminins hyper forts, hyper bien construits. Je pense par exemple à Winry, qui est la mécanicienne, donc c'est celle qui fait l'automail pour Edouard, qui est un peu leur amie d'enfance et qui est hyper mignonne. Voilà, c'est pas le perso féminin cliché qui veut s'acheter son sac à main, etc. Non, c'est une fille qui adore la mécanique, etc., qui met les mains dans le cambouis pour les aider, etc. Elle est assez secondaire, assez principale selon les arcs, mais tu vois, à chaque fois qu'on la voit, tu sais que tu vas rire, que tu vas adorer. Elle marche vraiment dans les... Hiromu Arakawa se fout réellement des clichés. Par exemple, ils vont dans une ville où toutes les prothèses, où en gros les prothèses sont adulées, etc. Et Winry, elle est en mode, mais genre comme le cliché de la fille qui va dans des magasins de vêtements, quoi. Elle est en mode, oh c'est trop bien, etc. Sauf que c'est pas des fringues, c'est des trucs de mécanique, etc. Des trucs qui avant dans la société, on se disait, ouais, c'est pour les bonhommes. Non, il y a un personnage féminin qui adore tout ce qui est mécanique, qui est passionné par les bruits de moteur, etc. Putain, ça fait du bien d'avoir autre chose qu'un garçon, voilà, un personnage féminin aussi fort. En plus, alors je sais pas si on la voit dans ce tome, mais en plus, ce que j'aime beaucoup, non, on la voit pas dans ce tome. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une fille normale. Enfin, elle a pas une poitrine ultra dimensionnée, style Nami dans One Piece, quoi. Elle a vraiment voilà, c'est une fille normale qui est hyper drôle. Et vous avez aussi, alors moi, je suis en train de vous chercher Winry, mais voilà, elle est tout à fait classique. C'est hyper important, je trouve, d'avoir des persos comme Winry. Et il y a un autre personnage qui, moi, me fait beaucoup rire. C'est la sœur de Louis Armstrong, qui est clairement ce qu'on peut dire, une parodie dans ce cas-là. J'ai pas trop mon terme, je suis désolé, je suis en train de réfléchir sur le terme. Voilà, donc c'est elle, Winry, c'est celle-là. Voilà, une jeune fille normale de 15-16 ans qui adore la mécanique. Ça fait plaisir. Et la sœur de Louis Armstrong, en fait, elle est... Alors moi, franchement, quand je lis ces bulles de dialogue, etc., elle me fait énormément penser à Marine Le Pen. Mais c'est vraiment dans le sens humour, quoi, dans le sens excessif. Et en plus, cette personnage, même si elle a des propos à la Marine Le Pen, etc., elle est aussi hyper touchante, hyper attachante. Alors, je dis pas que Marine Le Pen est hyper touchante, hyper attachante, hein. Attention, voilà, je parle du personnage de la sœur de Louis Armstrong. J'ai oublié comment elle s'appelait. J'ai oublié, je suis désolé. Je suis désolé, je sais plus comment elle s'appelle. Olivia Mira Armstrong. Voilà, dans ses idées, dans son histoire, elle est au nord d'Artemis. Voilà, elle a des propos mais qui sont hyper gênants, mais qui sont aussi hyper drôles. Et puis c'est tout tourné dans l'humour, quoi. Et j'adore son personnage. Je pense que c'est le perso féminin que je préfère le plus, qui est le plus travaillé en soi et le plus touchant dans son histoire. Voilà, Olivia Miria Armstrong. Voilà, en plus elle vient d'une famille un peu bobo, quoi, donc c'est vraiment le cliché, mais elle est hyper adorable dans sa manière d'être.
Et voilà. D'ailleurs, même Louis Armstrong est un cliché, hein. Louis Armstrong, c'est le militaire qui est hyper fier de son corps, qui est tout baraque, qui est tout. FMA, franchement, c'est un manga qu'en plus on peut lire, ouais, qu'on a 10-11 ans, il est super beau, il te fait réfléchir sur plein de choses. Et en plus, voilà, quand on a 50 ans, et ben on peut aussi apprécier ce manga. Quand on en a 70, on peut apprécier aussi ce manga parce qu'il a des doubles sens hyper fabuleux. C'est quand même hyper enfantin et hyper mature à la fois. Voilà, je pense qu'on peut clairement le conseiller à tout le monde. Full Metal Alchemist, donc là c'est la perfecte édition. Moi je vous conseille l'édition où il y a 2-3 tomes. Ils appellent ça l'édition double, mais je crois que le tome 1 a 3 tomes dedans. Pour commencer ce manga, et puis si vous adorez ce manga, vous pouvez reprendre ceux-là. Ceux-là, ils sont à 11,90 et les tomes doubles de FMA, je vais vous dire ça. Édition double, donc c'est en 13 tomes déjà. Ils sont à... Ils te disent pas le prix. Ils sont à 10 euros. Donc ils sont moins chers que ceux-là en plus. Alors la qualité du papier n'est pas la même. Celui-là il est glacé, etc. Il est un peu plus grand ce format. Mais clairement, si vous savez pas si ça va vous plaire, lisez les tomes doubles. Ils sont moins chers. Et puis je pense que vous pouvez les trouver en médiathèque. C'est quand même un manga assez connu quoi aujourd'hui. Quand tu penses qu'il voulait pas dire que c'était une femme, enfin voilà, ça me dégoûte, ça me dégoûte. On va en faire un petit dernier. Ah, bah on reste chez Hiromu Arakawa avec Arslan. Donc ça en fait c'est l'adaptation d'un roman ou d'un light novel. Enfin c'est la même chose, c'est juste que comme je vous ai défini light novel, c'est les romans au Japon. En gros, on va suivre Arslan, qui est en fait le fils d'un empereur où l'empire est vraiment la toute-puissance de ce monde, du monde dans lequel il vit. Et en fait, cet empire n'a jamais connu la défaite, jusqu'au jour où il va connaître la défaite, et Arslan va être perdu sur ce champ de bataille. Et Arslan va tout faire pour empêcher son empire de se faire renverser. Et ça va être une quête initiatique. Moi, j'ai le format 48 heures de la BD, le tome 1. Malheureusement, j'ai moins accroché à cette histoire. Alors après, Hiromu Arakawa, elle adapte vraiment le roman et elle le dessine. Le truc, c'est que chez un mangaka, la plupart du temps, si vous lisez des mangas du même mangaka, au niveau des personnages, ils se foulent pas, quoi. Ils font parfois le même chara design chez les personnages. Et moi, ça me gêne, par exemple, parce que quand je vois un personnage, je vais me dire, bah, par exemple, lui, Arslan, on va tout de suite se dire, ah, mais c'est Edward. Ah, mais c'est machin. Et moi, j'aime pas ça. Avoir la même structure, le même chara design, et même parfois les mêmes manières de se comporter, j'aime pas. Alors, il y en a qui disent c'est pour faire hommage, machin, etc. Non, mais moi, ça ne marche pas. Ce personnage, alors attendez, il faut que je ferme cette page qui est tout à fait blanche. Ce personnage là par exemple, il a le même chara design, le même comportement que le personnage dans Fullmetal Alchemist. Donc si vous avez lu Arslan et que vous n'avez pas lu Fullmetal Alchemist, vous allez vous dire mais Arslan c'est un copier-coller de Fullmetal Alchemist. Non, c'est l'inverse. C'est Arslan qui est un copier-coller de Fullmetal Alchemist. Je sais plus ce que j'ai dit. Bref, vous avez compris que Fullmetal Alchemist est le premier et Arslan était le deuxième. Donc c'est Arslan qui est une copie de Fullmetal Alchemist. Je suis désolé, je vous en parle pas beaucoup. Je vous ai montré des planches de Fullmetal Alchemist. Pas sûr. Mais voilà, de toute façon c'est le même style de dessin pour les deux. Et clairement, gros coup de cœur sur Fullmetal Alchemist. Comparé à Arslan. Donc je vous en ai parlé rapidement parce que voilà, j'ai pas du tout aimé, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est un shonen classique, voilà, je le conseille pour les 12-13 ans Arslan. Je cherche un manga à vous présenter. Ah ouais, mais j'ai pris le tome 8, je suis con. Erase tome 8 du coup, mais voilà, c'est le dernier tome de la saga. Erase c'est un trailer. Bon enfant, voilà, je le conseille aussi aux débutants dans les trailers. En gros, on va suivre le personnage de Satoru qui va avoir le don qu'il ne contrôle pas. Il ne contrôle pas son don. Mais si un drame se produit à côté de lui, il va retourner quelques secondes ou quelques minutes dans le passé pour empêcher ce drame de se produire. Jusqu'au jour où un
très gros drame va le toucher personnellement et va le faire retourner 18 ans en arrière à une époque où en fait une jeune fille de sa classe a été kidnappée et retrouvée morte. Donc en gros, il est persuadé que c'est lié à ça, il va tout faire pour sauver cette jeune fille, et on a souvent des retours dans le passé, retours dans le présent, son don se déclenche. En fait, il pense avoir sauvé la situation, hop, son don le remet, et voilà. Et on a voilà toute cette histoire de remonter dans le temps, etc., que j'aime beaucoup avec Kesambe. Malheureusement, j'ai trouvé quelques incohérences quand même dans le manga par rapport à la remontée dans le temps. C'est un truc que moi je n'aime pas dans ces mangas, comics, etc., de remonter dans le temps. Roman aussi, c'est que la plupart du temps tu te retrouves avec des énormes incohérences, même si l'auteur essaie de te les rendre, voilà, de te les cacher, hein, on les met sous le tapis, genre, moi je les vois, et ça me gêne. Alors Erase, du coup, voilà, plus j'y pense, plus je vois un peu des erreurs, mais il est très bon au niveau psychologique, etc. Je le conseille à des jeunes, voilà, il est pas violent, il n'y a pas de scène violente. Sachant que là, dans tout ce que je vous ai présenté, celui-là a une adaptation animée, celui-là a une adaptation animée, donc ça c'est Fullmetal Alchemist. Arkslan, je suis pas sûr. City Hunter a une adaptation animée. Vampire Knight a une adaptation animée. The Promised Neverland a une adaptation animée. Et Vinland Saga a une adaptation animée. Si vous n'êtes pas sûr d'aimer le manga, vous pouvez trouver les adaptations animées sûrement sur Netflix, ADN, etc. Il y a plein de plateformes qui proposent des animés. Et Erase, par exemple, a son animé sur... Je suis en train d'essayer de vous trouver une planche pour pas trop vous spoil. Hop. Voilà. Donc, Erase a son adaptation animée sur Netflix. Donc voilà, vous pouvez tenter les animés. Si vraiment vous avez peur de dépenser de l'argent dans des mangas, vous pouvez vous refourguer sur l'animé. Alors l'animé, attention, je pense par exemple à l'animé de Naruto et de Bleach. C'est des animés qui fonctionnent. Même One Piece, c'est des animés qui fonctionnent. Donc quand c'est des animés qui fonctionnent, il faut poncer un maximum d'argent pour que ça fonctionne encore. Donc on te met ce qu'on appelle des hors-séries, c'est-à-dire que tu vas avoir des épisodes qui n'ont rien à voir avec le manga, mais c'est juste, on ponce la thune au maximum. Je pense par exemple à Naruto, vous avez Naruto et Naruto Shippuden. Je crois que le Naruto classique, s'il suit le manga, s'arrête vers les épisodes 100 et quelques, 120 peut-être maximum. Et après, de 120 à 220, ce ne sont que des épisodes hors série qui sont juste là pour gagner du pognon. Alors, ils nous sortent l'excuse, c'est pour faire laisser le temps au mangaka de continuer à dessiner et à avancer sa série. On va pas se cacher que ils ont un petit pécule à se faire. Voilà, aussi. Donc, aussi Fullmetal Alchemist d'ailleurs. J'en profite, je reviens dessus. Ce manga a eu deux adaptations animées. L'adaptation animée la plus fidèle au manga s'appelle Fullmetal Alchemist Brotherhood. L'adaptation Fullmetal Alchemist, qu'est-ce qu'elle me fait là-haut là? Elle a pas compris que je la voyais. Du coup, je disais Fullmetal Alchemist. Et puis, oui, voilà. L'adaptation animée Fullmetal Alchemist, qui s'appelle du même nom, elle est en fait... Alors, je cherche mes mots. Elle est en fait fidèle au manga jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que l'anime a rattrapé le manga et ils ont décidé, au lieu de s'arrêter, au lieu de faire des épisodes hors série, de choisir la propre fin. Voilà, d'écrire leur propre fin. Je l'ai jamais vu cet animé. Parce que moi j'adore le manga, donc je reste sur le manga. J'ai jamais vu l'animé de Fullmetal Alchemist classique. Parce que je trouve ça hyper dommage. Voilà. D'ailleurs, je repense à Fullmetal Alchemist, il y a une scène... Il y a une scène qui m'a énormément ému. Voilà, je vous laisserai le découvrir dans ce manga, mais franchement, Fullmetal Alchemist, je pense que c'est le manga que je peux conseiller le plus en fait. Pour ceux qui veulent commencer les mangas, c'est peut-être le manga que je conseille le plus de commencer. Il est vraiment ouvert à tout public. Il est ouvert pour te faire comprendre le monde. Alors, il y a aussi du fan service.
Il y a un personnage voilà, qui est ultra fan service, mais même quand t'es assez adulte dans ta tête, tu comprends pourquoi ce personnage est hyper fan service. Donc quand je parle de personnage hyper fan service, la plupart du temps ce sont des personnages féminins qui ont 2 oblus là où les femmes ont des seins. La plupart du temps, voilà, c'est vraiment le perso cliché, mais Hiromu Arakawa est tellement intelligente qu'elle a fait exprès de faire ce personnage cliché, que c'est expliqué pour quoi il est cliché. Et voilà, je ne peux pas m'empêcher de défendre ce manga en disant que ce manga est fait hyper intelligemment. Voilà. Et tout ce que je peux vous dire. Lisez Fullmetal Alchemist, ça sera vraiment... Juste là, d'en parler, j'ai envie de me remettre à les lire, quoi. C'est vraiment un manga qui m'a marqué. Je trouve que j'en parle pas assez, mais oui, il m'a énormément marqué. L'histoire est fabuleuse. C'est dommage qu'on ait une édition comme ça qui ne lui rende pas hommage en fin de compte. Elle lui rend pas hommage parce qu'elle le rend hyper cher pour ne rien apporter. Et bon, vous avez des fois et encore des pages couleurs. C'est même pas des pages, je crois que c'est juste des chapitres. Ils nous font payer en fait le papier glacé, quoi. Je trouve ça juste horrible. Putain, dans celui-là, il n'y a même pas de page couleur. Ah, si. Voilà, c'est la seule page couleur que vous avez. Alors du coup, il perd... Alors je me suis trompé, il perd sa jambe quand ils veulent faire revenir sa mère et il sacrifie son bras pour faire ramener son frère. Bon, vous avez compris l'idée, il perd les 2 membres à la fin. Voilà. Donc ouais, je sais pas, Fullmetal Alchemy, je vous le conseille énormément. Je sais plus si l'animé est disponible sur Netflix. Je sais qu'à une époque, il était disponible sur Netflix parce que je l'ai regardé sur Netflix, moi. Ça vous prouve que j'ai mis énormément de temps à regarder l'animé. Ah, merde, ils ont mis le Fullmetal Alchemist basique. Ils ont pas mis le Brotherhood. Mais bon, Fullmetal Alchemist, voilà, vous pouvez regarder les premiers épisodes. Ils sont assez fidèles au manga, surtout les premiers. En plus, je crois qu'il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Regardez pas l'adaptation Netflix. C'est un scandale. Comme beaucoup d'adaptations live. C'est un scandale. D'ailleurs, en parlant d'adaptation live, je vais revenir sur un autre. City Hunter, qui lui a une adaptation française en manga qui est du coup Nicky Larson. Je vois qu'il y a Erase aussi sur Netflix. Qu'est-ce que je voulais dire encore comme bêtise? Oui, City Hunter a une adaptation française qui est hyper bien réussie, qui correspond énormément à l'univers de City Hunter. Donc je vous invite énormément aussi à la regarder. Si voilà, vous avez envie de vous faire un film français en comédie, je trouve que City Hunter marche hyper bien dans ce film français. Voilà. Je vais m'arrêter là. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Du coup, j'allais dire, je m'arrête là, je vous coupe cette partie-là. Je vais regarder si mon micro n'a pas saccadé. Et on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine partie. Je sais pas si cette partie, je vous l'upload mercredi ou si je vous l'upload la semaine prochaine. Est-ce que... ça dépendra. Est-ce que j'arriverai à lire? Là, actuellement, je dois vous avouer qu'au niveau manga, je n'ai rien lu depuis quasiment une semaine. Je vous tiens au courant. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, vous aurez soit cette vidéo, soit un bilan lecture. Et voilà. Vous aurez très certainement, par rapport à l'accueil que vous avez fait, merci beaucoup. L'accueil que vous avez fait à la première vidéo. De toute façon, ça m'encourage à continuer. Je peux pas vous dire combien de parties il y aura. Je peux vous dire qu'en 3 parties, j'avais toujours pas fini. Donc, il y en aura peut-être d'autres. C'est sûr, je pense qu'on peut tabler déjà sur 5 parties minimum et peut-être plus. Voilà. Sur ce, bye tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.